vers le premier mercredi du mois de septembre 79. Voilà. Et comme résultat du Conseil des ministres, Robert Galet a publié officiellement, et ça nous l'avons capté, nous l'avons entendu, qu'au cours de ce Conseil des ministres, le gouvernement et le président Giscard d'Estaing ont décidé de supprimer toute aide financière et matérielle, toute aide financière, économique et matérielle en direction de l'Empire centrafricain. Du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Les banques françaises ont donc rapatrié toutes les parts, les banques franco-centrafricaines, parce que nous avons 3-4 banques en Centrafrique. Bon. Mais les banques ont été créées avec la participation des parts françaises. Mais en ce moment-là, après ce Conseil des ministres, toutes les parts françaises ont été rapatriées et les banques se sont trouvées presque à zéro. Alors quand j'ai vu que les banques se sont trouvées à zéro, puis on ne sortait plus d'argent. Non, il y avait plus d'argent en caisse. C'est là où j'ai négocié par l'intermédiaire des ambassadeurs, l'ambassadeur de Libye et l'ambassadeur centrafricain à Tripoli. Je les ai convoqués. J'ai dit, il faut arranger un voyage, Je voudrais voir Kadhafi. Le président m'a reçu à 23h, donc le 19 septembre 1979, à 23h précises. Le colonel Kadhafi. Il m'a reçu et l'audience a duré 1 heure, de 23h à 0h. Bon. Avait assisté à l'audience son ministre des Affaires étrangères, M. Triki. Alors, sur place, après que j'ai expliqué la situation au président Kadhafi, le président Kadhafi a dicté les mesures à prendre à son ministre, le ministre Triki, ministre des Affaires étrangères, et a demandé au ministre de prendre toute disposition afin que le président Kadhafi et moi, on puisse signer le texte le lendemain matin à 8h. Alors, le texte comportait donc toutes les mesures que le président Kadhafi avait annoncées, à savoir aide tout de suite à mon pays pour une durée de 2 ans. Le président Kadhafi prenait à sa charge de payer tout le fonctionnement des services de mon pays pendant 2 ans, parce que je le lui avais demandé. Il me fallait, oui, les frais de fonctionnement. Il me fallait 2 ans, le temps de remettre l'économie d'un pays en marche. Comme je vous dis que Kadhafi m'a reçu à 23h, de 23h à minuit, malheureusement à 2h du matin, le ministre Triki vient m'annoncer, alors que je dormais déjà, il a frappé à ma porte, je me suis réveillé, et il m'a dit la France a pris mon pays. J'ai dit comment? Il dit oui, jusqu'à envoyer à peu près 30 000 hommes de troupes. 30 000? 30 000. Mais comment ce chiffre oui. de 30 000, ça nous paraît énorme. Mais oui, mais le territoire est grand, parce qu'il y a eu des soldats partout, avec les avions, avec d'abord les hélicoptères et puis les transals. Oui. Il a pris, non seulement les militaires sont arrivés à Bangui même, mais il les a envoyés dans toutes les grandes villes de province pour m'empêcher de rentrer. Des militaires français? Ce sont des militaires français, les troupes de Barracuda. Les troupes du Barracuda? Les troupes Barracuda. C'était l'opération Barracuda. C'était l'opération Barracuda. Bon. Lorsque j'ai rencontré le président Kadhafi, l'argent, oui. Mais au moment où les troupes françaises sont arrivées à Bangui, j'ai voulu le voir. Il m'a dit non. Il a dit à Triki de me faire savoir qu'il ne me reçoit pas. J'ai dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Alors Triki m'a dit, il vous propose de reprendre les 500 soldats que vous lui avez donnés pour la formation militaire. Et il pourrait le compléter, porter ce nombre à 2000 ou 3000 selon votre propre désir, et qu'il vous conseille d'aller à la contre-attaque. Alors moi j'ai dit non, j'ai suffisamment réfléchi et j'ai dit à Triki, je ne peux pas. Je ne peux pas pour la raison qui est celle que j'ai été formé
par la France, par les officiers français. Je suis citoyen français. Je suis moi-même, même si j'ai été détaché et mis à la disposition de mon pays, à la demande de mon pays, ce n'est pas cette raison de la présence des troupes françaises à Bangui qui ferait que j'aille combattre ces troupes-là. Je ne peux pas. C'est impossible. Je dis, quand on aime un pays, c'est un peu comme ça, sa patrie, c'est comme sa maman. Je ne peux pas, moi, Bokassa, diriger le canon de mon arme contre un soldat français. Mais je pensais qu'en allant trouver Giscard, on pouvait trouver une solution. Une solution intermédiaire qui pouvait nous arranger tous. Malheureusement, j'ai été très mal reçu parce que aussitôt que l'avion... Donc votre caravelle était à Benghazi? Ma caravelle était à Benghazi, avec moi. Le 20 septembre, 1979. J'ai donc quitté Benghazi le 20 septembre 1979 à 10h du matin pour Paris. Vous traversez. Mais entre-temps, pendant le vol, j'ai réfléchi. J'ai demandé au pilote d'aller avec moi vers un autre pays, tel que le Maroc. Parce que, en cette époque-là, j'avais l'amitié du roi Hassan II. Alors, je voulais aller d'abord là-bas, mais les pilotes avaient déjà reçu des consignes de Giscard et ils ont refusé de m'amener au Maroc. Donc, ils ont continué directement sur Paris et à partir, aussitôt que l'avion Caravelle a pénétré dans le ciel français, des Mirages, donc des avions de guerre, sont venus poursuivre mon avion et l'obliger à aller atterrir sur le terrain militaire d'Évreux. Alors que moi, je voulais atterrir simplement à Roissy. Mais j'ai été obligé par les avions de chasse français à atterrir à Évreux. Alors quand je suis arrivé à Évreux... Pourquoi, d'après vous? Pourquoi à Évreux? Eh bien, parce que je devais être arrêté. C'était les instructions que Giscard avait données. C'était pour pouvoir m'arrêter. Quand je suis arrivé sur le terrain militaire d'Évreux, j'ai trouvé un régiment de troupes françaises. Le régiment était là au complet avec des chiens bergers allemands. Les troupes étaient équipées, il y avait des chars de combat partout. Et aussitôt que mon avion a été dirigé vers un point, ils ont tout de suite placé un char devant, un char derrière, un char sur le côté droit, un char sur le côté gauche. Et ensuite, il y a eu le colonel qui commande la base militaire d'Évreux, qui est venu avec 6 soldats, qui a invité toute ma suite à quitter l'avion. Et ce colonel et les soldats m'ont bloqué à l'intérieur de l'avion. Et c'est là où ils ont commencé à me fouiller. Et tout ce que j'avais amené comme valise a été saisi. Ils ont pris ma valise. Ils m'ont laissé avec cette tenue-là. Cette tenue, c'est une tenue que j'ai achetée en Chine quand j'étais en visite officielle en Chine. Et ils vous ont fouillé? Ah, ils m'ont fouillé jusqu'à un endroit impossible. Alors moi, je me suis étonné, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous cherchez? Pourquoi vous me faites ça? Ils m'ont dit, taisez-vous, vous ne commandez plus rien. Ils m'ont fouillé de partout, ils m'ont fait déshabiller, ils m'ont mis nu dans mon avion. Et après m'avoir fouillé, déshabillé, ils ont fait fermer l'avion. Je suis resté tout seul dedans pendant 4 jours et 4 nuits. Dans l'avion? Dans l'avion. Sans voir de journaliste? Non, du tout, non, impossible. Impossible. Et en ce moment-là, il y avait toujours les troupes françaises armées jusqu'aux dents et qui étaient là. C'était une séquestration? C'était une séquestration illégale. C'est arbitraire, c'est du jamais vu. Et donc depuis votre départ, la veille de Benghazi, vous n'aviez jamais pu rencontrer de journalistes? Vous aviez jamais pu... Jamais, absolument jamais. Jamais. Bien, 4 jours dans l'avion, et puis? Ben, 4 jours dans l'avion, le 4e jour au matin, au grand matin, donc à 4 h du matin, les mêmes troupes sont venues avec le colonel, sont venues me chercher de cet avion-là pour me transférer dans un avion militaire DC-8 de l'armée de l'air française. Et là, il y avait 120 militaires dedans, armés, ils avaient des pistolets, ils ont chargé les pistolets et ils prenaient la garde autour de ma tête 6 par 6 jusqu'à l'arrivée à Abidjan. Vous étiez tout seul? Pourquoi? Moi, j'étais tout seul. Nous sommes partis à 4 h du matin
On est arrivé à 9h du matin ici et ils m'ont remis officiellement au président au fait. Depuis le 24 septembre 1979, je suis déjà depuis 4 ans ici à Abidjan. Et entre-temps, tout vous a été... Eh bien écoutez, après que Giscard m'a expédié ici, il a donné l'ordre à l'ambassadeur Robert Piquet de récupérer mes biens. L'ambassadeur Robert Piquet, avec le concours des soldats français, ils ont enlevé, ils ont pris la totalité de mes biens dans mon propre village et à Bangui. Mes villas de Bangui, la villa dans laquelle je dormais dans mon village natal, a été complètement fouillée et tout a été pris. Tout. Ces biens-là ont été chargés dans les avions Transal et amenés en direction de Orléans et ils ont été débarqués dans un magasin militaire à Orléans à la disposition de Giscard. J'ai appris que Journiac n'avait pas apprécié ce que Giscard m'a fait, parce qu'il était conseiller juridique de Giscard. C'est tout ce que j'ai appris. Le reste, rien. Parce que M. Focard, à l'époque, n'était plus à l'Élysée. Non, il n'était pas à l'Élysée, non. Il ne s'occupait plus de ses affaires. Il n'était pas à l'Élysée. Puis il y avait une femme juge d'instruction à Paris qui vous avait défendu. Oui, Madame Rosès, qui était présidente du tribunal de grande instance de Paris. Elle non plus n'avait pas apprécié ça. Enfin, c'est ce que l'on m'a rapporté parce que moi je ne l'ai pas vu. Qu'est-ce qu'elle est devenue, cette femme? Ben, il paraît que Giscard l'a mutée parce que Giscard lui reprochait le fait de m'avoir défendu parce que elle n'avait pas apprécié ce que Giscard avait fait et Giscard était mécontent. Donc Giscard l'a mutée à la cour de la Haye, à la justice de la Haye. Elle n'est plus en France, elle est à la justice de la Haye. Donc elle a été mutée à cause de moi.